Merci Olga. Chers amis, bonjour. J'espère que vous ne serez pas trop occupés par votre digestion. Je suis aussi très heureux de participer, après avoir participé au congrès de la réunification, au premier congrès réuni, ou réunifié. Et on voit vraiment que l'ambiance est tout à fait radicale et apaisée. Alors, la demande de nos concitoyens, puisqu'on doit parler d'Europe, et finalement on doit aussi parler de qui porte ces valeurs de l'Europe, pas seulement les responsables et les élus, mais nos citoyens, c'est de défendre leurs valeurs, leurs droits, mais aussi leur prospérité. Et on a vu que quand la prospérité n'était pas au rendez-vous, la défense des droits et des valeurs, elle est souvent plus difficile. Le repli nationaliste, les lignes Maginot ou idéologiques sont des positions de défaite à court terme dans le cadre de la mondialisation. Notre programme radical, c'est l'action vers une Europe qui défende souverainement ses valeurs et ses intérêts. Notre salut est dans le combat communautaire et non dans le repli nationaliste. L'aigreur, la haine de l'autre, l'intolérance, la barricade sur son précaré ne peuvent être notre avenir ni celui de nos enfants, car l'Europe, c'est aussi beaucoup pour les jeunes et nos enfants. Et nous ne voulons pas de fort chabrol du désespoir. Nous voulons au contraire ouvrir les espaces de l'avenir. Pour les rares parmi vous qui n'auraient pas lu les 20 pages de notre manifeste européen, je vais quand même, puisque je crois que c'est le contenu de notre débat, rappeler quel est le programme radical dans cette échéance européenne. Et je remercie effectivement, comme Olga l'a déjà fait, tous les membres, nombreux d'ailleurs, de la Commission Europe, qui a été extrêmement active, extrêmement prolifique, et remercier Jean-Noël Verfailly, qui a été son secrétaire et qui a été son très fidèle réalisateur et transcripteur. Nous avons développé 8 points dans notre manifeste radical qui, sans être exhaustif, résume ce à quoi nous croyons et ce que nous pouvons apporter à l'Europe. Alors, premièrement, bien sûr, nos valeurs, ça ne vous étonnera pas. Et ces valeurs sont les valeurs de paix, sont les valeurs de liberté, de démocratie, d'état de droit de l'homme, la parité homme-femme aussi, qui est une valeur très défendue à l'Europe. Et puis avec notre clé radicale évidemment spécifique, qui est la liberté de conscience pour chacun dans cette Europe qui est quand même très multiple, très diverse, avec la laïcité qui reste en Europe extrêmement importante à promouvoir, car nous savons que cette valeur radicale, on la porte en France depuis maintenant plus de 110 ans, mais qu'en Europe, c'est une notion qui n'est pas très bien comprise. Elle doit être expliquée. Et donc, il faut sortir de la vie publique toutes les représentations des croyances et des religions qui demeurent du domaine de l'intime. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas seulement important pour nous, qui n'est pas seulement important à l'échelle nationale, mais qui est encore, je dirais, plus particulièrement importante à l'échelle européenne. Notre deuxième chapitre de programme, c'est les moyens de la puissance extérieure, c'est-à-dire l'intégration dans les politiques européennes des politiques de défense et des politiques des affaires étrangères qui, vous le savez, ne sont pas, de par les traités, de compétences européennes. Et nous pensons que cette intégration européenne, ce fédéralisme que nous appelons, doit passer par l'intégration de la défense et des politiques étrangères dans les traités de l'Union. Troisièmement, les problèmes de la migration et de la solidarité, qui marchent la main dans la main. Nous défendons un contrôle communautaire effectif aux frontières, mais une garantie en même temps de l'espace de Schengen. Les deux sont d'ailleurs fortement liés. On voit bien que les pays les plus exposés ne sont pas ceux qui ont les moyens de faire face à des crises migratoires. Pour autant, le respect du droit d'asile, qui doit être à la fois non pas seulement internationalisé ou nationalisé, mais communautarisé, ce respect du droit d'asile, c'est une de nos valeurs dans l'UE. Enfin, se tourner vers l'Afrique, qui est un sujet qui est, je crois, très cher à beaucoup d'entre nous, parce que à la fois comme un espace de solidarité, comme un espace de développement, et aussi comme un moyen d'harmoniser les échanges que nous pouvons avoir avec ce continent de tout type, y compris d'ailleurs les échanges migratoires. Notre quatrième chapitre, c'est de renforcer la sécurité des citoyens en intégrant mieux les matières de justice et de police, qui, vous le savez, ne sont pas encore intégrées à l'échelle européenne.
ou en tout cas le sont très imparfaitement. Les menaces extérieures de terrorisme, de délinquance, sont des menaces qui sont mondialisées. La cybersécurité que nous devons citer doit être considérée aussi comme un besoin de contrôle à l'échelle européenne. Vous savez que cette cybersécurité menace non seulement les citoyens, mais menace également les gouvernements et les souverainetés, et que c'est un élément qui doit être contrôlé. Notre cinquième défi, entre guillemets, c'est de répondre au défi environnemental, et celui-ci, on le sait, n'est pas du tout à l'échelle nationale ou régionale, il est à l'échelle de la planète. C'est dans ce cadre que doivent être impérativement repensées à l'échelle de l'Union les politiques industrielles, les politiques d'énergie, les politiques de transport, les politiques agricoles, les politiques de logement. Et c'est la seule échelle pertinente pour avoir effectivement un effet pesé à la fois à l'échelle de notre continent, mais aussi par un effet d'entraînement à l'échelle mondiale. Sixième point, c'est à l'échelle de l'Union que peut se construire un espace stratégique compétitif et innovant. En effet, dans le cadre de la mondialisation, aucun État membre de l'Union n'a l'échelle pertinente de prendre sa place dans des conditions équilibrées dans cette mondialisation. Nous devons être leaders dans la recherche et le développement, dans les domaines notamment stratégiques du numérique, de la santé, de l'énergie et de l'espace. Nous devons construire des champions européens. Vous savez que ça a été sujet récent avec l'affaire de l'arrêté de Mme Vestager sur la fusion Siemens-Alstom, une fusion qui effectivement était contraire au droit concurrentiel de l'Union, mais qui pose le problème de la concurrence de l'Union par rapport au reste du monde. Et nous pensons qu'il y a lieu là de réviser un peu nos paradigmes. Enfin, il faut appliquer fermement le principe de réciprocité à l'échelle de la concurrence mondiale. Septième point de notre programme, bâtir une société harmonieuse où chacun puisse se sentir respecté et protégé. C'est la fameuse convergence fiscale et sociale de l'Union, qui là encore n'est pas possible dans le cadre des traités, puisque les compétences fiscales et sociales appartiennent aux États membres. Nous pensons que la mise en place, par exemple, d'un serpent fiscal, comme le serpent monétaire avait été mis en place, permettrait une convergence progressive de nos fiscalités de manière à rétablir des conditions harmonieuses, non seulement de concurrence, entre guillemets, mais aussi de convivialité du vivre ensemble. Mais il nous faut aussi régionaliser les politiques de l'Union, car nous pensons que le niveau pertinent de l'Union, ce n'est pas les nations, lesquelles nations ont connu en 200 ans un nombre de changements considérables. La carte de l'Union, c'est un kaléidoscope qui a changé sans arrêt depuis 200 ans, qu'en revanche, les régions représentent des entités de vie parfaitement identifiables, qui, dans une Europe qui est d'ailleurs déjà assez largement fédéralisée, demeure une échelle d'intervention extrêmement pertinente. L'Europe représente 50% des dépenses sociales de la planète, je vous le rappelle, alors qu'elle ne pèse que 25% de son PIB. Il faut que nous optimisions nos politiques pour réduire les inégalités, non seulement à l'échelle nationale, car cela n'est pas pertinent, mais à l'échelle européenne. Il ne doit pas y avoir de citoyens européens de deuxième classe. Enfin, le 8e chapitre de notre programme, c'est d'avoir les moyens de nos ambitions, de tout ce qui vient d'être dit, en réformant les institutions, en portant la réforme des institutions européennes. Nous soutenons un Conseil européen avec un président élu au suffrage universel direct, la suppression de la règle de l'unanimité qui est extrêmement anti-performante à l'échelle communautaire, la prescription de coopération renforcée, multi- ou varicentrique, qui soit plus souple et plus effective, un Parlement européen au pouvoir renforcé, avec notamment deux choses qui sont nécessaires au législatif. C'est un pouvoir de contrôle budgétaire effectif, ce que le Parlement n'a pas, et un pouvoir d'initiative législative. La capacité de contrôler directement et en même temps l'ensemble des citoyens européens, au moyen de procédures référendaires ou de procédures numériques. Et enfin, un budget européen plus effectif, puisque je vous rappelle, l'Union européenne est un nain budgétaire. 1,2% du PIB européen est consacré au budget européen, ce qui représente finalement très peu de choses, d'autant que l'on sait que 87% de ce budget va retourner directement aux États membres à travers la politique agricole et les politiques régionales. Alors,
un programme qui est quand même dense. Vous avez vu, on a travaillé, et je le pense, en tant que député européen, que nous couvrons vraiment l'ensemble du spectre. Alors, on a parlé tout à l'heure de savoir si nous devions être présents seuls. C'est le souhait de tous les partis politiques, bien entendu. C'est d'avoir à la fois la capacité de se projeter, de se représenter. Ou s'il fallait au contraire, dans le contexte où nous vivions, être dans un front commun européen. Et là, le principe de réalité, je pense, s'impose. Ça va être une élection, les Européens contre les autres. Et les autres, on sait qui ils sont. Et le front commun est très probablement nécessaire. À ce titre, je voudrais reprendre très brièvement la tribune du président de la République, puisque dans le fond, il est un des animateurs principaux de ce front européen. Et je voudrais citer, je les cite entre guillemets, 2 phrases qui sont dans ce manifeste pour la Renaissance européenne. 2 points, ouvrez les guillemets. L'Europe n'est pas un marché, elle est un projet. Et l'humanisme européen est une exigence d'action. Je crois qu'en tant que radicaux, je ne retire et je n'ajoute pas un mot à ces 2 phrases. Elles me semblent effectivement toucher nos valeurs et nos sensibilités. Le président de la République présente 3 piliers. Défendre notre liberté en protégeant la démocratie et défendre ses valeurs. Protéger notre continent avec des polices de frontières communes, une politique d'asile commune, une politique de défense commune et sur nos marchés une préférence européenne. Enfin, une Europe de progrès, convergence et bouclier social. Prendre la tête du combat écologique, rester en tête de l'innovation, être tourné vers l'Afrique, tels sont, selon le président Macron, les piliers de la Renaissance européenne. Rien qui ne soit dans notre programme. Donc, finalement, quelque chose qui ne peut en rien nous heurter, et ce front, on peut s'y retrouver. Néanmoins, nous avons notre part à apporter. On peut soutenir effectivement ce que nous soutenons déjà, mais nous avons notre part radicale à apporter à ce front, qui est premièrement la laïcité comme le meilleur moyen de défendre les valeurs. Deuxièmement, la démocratie représentative et le rôle du Parlement que le président semble avoir un peu oublié dans son propos, et pas seulement dans son propos européen. La pertinence des territoires à l'échelle régionale, qui là aussi est un vrai sujet européen, je vous le jure, et qui là encore ne semble pas être dans le spectre immédiat de nos éventuels alliés. Et enfin, le renforcement social et culturel du lien citoyen à l'échelle de l'Union. Voilà, chers amis, la couleur radicale que nous devons apporter au front des Européens. Nous devons y porter nos couleurs dans ce combat et les porter à notre titre, d'autant que nous y avons toujours été à l'avant-garde. Chers amis, pour conclure, je vous dirais que la vie, la naissance et la mort passent par tous les cycles. Pour notre mouvement, un nouveau cycle commence. Vous m'excuserez, dans une assemblée aussi laïque, de citer la Genèse, mais il est dit dans la Genèse, tu accoucheras dans la douleur. C'est fait. Je vois maintenant un enfant vigoureux, je lui souhaite une adolescence créative, une jeunesse forte et une maturité radieuse. Chers amis, tous ensemble pour ce combat, je pense que nous serons tous ensemble plus forts.